On se rappelle, la semaine dernière, une fillette donnée en mariage par ses parents est décédée. Nous allons nous tourner vers Abel, puisque Gakogwe, d'abord, nous avait informé que l'enfant était hospitalisé au CHU Sylvanus Olympio. Je crois vendredi, Gakogwe a annoncé le décès de cette fille. Alors, Abel. Oui, effectivement, c'est la triste nouvelle qui secoue, hein, bien entendu, le peuple togolais aujourd'hui. Vous savez, c'est une fillette de 13 ans. Et lorsqu'on parle d'une fille aujourd'hui qui a 13 ans, elle a de l'avenir, elle peut devenir du jour au lendemain une directrice de société pour servir la nation. Elle peut devenir maire, député, ministre, même président de la République, c'est Femme d'affaires. Femme d'affaires, oui, voilà. Donc je crois que c'est une vie qui a été fauchée. C'est vrai qu'il y a des morts naturelles, bon, qu'on ne discute pas, mais celle-ci sort quand même de l'ordinaire parce que la fille a voulu donc se donner la mort parce que dépassée par les événements. Et quels sont ces événements? Elle a été d'abord forcée en mariage, elle a été donnée voilà, en mariage à un monsieur de manière, je dirais, inappropriée. Il paraît que le papa de la fille devait 127 000. Oui, le papa de la fille, c'est... À son mari. Oui, c'est que c'est la dot, hein, c'est le montant de la dot, c'est que 127 000 là voisinaient le prix à payer. Donc la fille, aujourd'hui... 127 000. Oui, est entrée, donc, ou bien a été bradée donc, à 127 000 francs CFA. Maintenant, elle est restée, elle était obligée de rester avec le mari. Et là encore, il y a quand même des actes ignobles qui sont opérés à son endroit, parce qu'elle a été forcée d'abord à ce mariage-là. Et dans son foyer, elle est soumise donc à plusieurs choses que vous connaissez, des actes voilà, qui ne reflètent pas naturellement, puisqu'elle est encore mineure, une fillette de 13 ans, qui normalement ne devrait pas encore, comme on le dit, connaître un homme, entre griffes, comme nous le disons, de manière simple et tout. Mais là-bas, comme elle s'est déjà mariée, voilà, c'est un foyer. Elle passe donc. Vous avez pu voir le mari quand vous avez. Non, du tout pas. Elle doit coucher avec son mari, elle doit faire le ménage, elle doit faire la cuisine. À 13 ans. Oui, à 13 ans, puisqu'elle s'est déjà mariée. Et voilà un peu. Mais dépassée par les événements, puisqu'elle ne pouvait pas quand même, elle ne pouvait plus supporter les charges. Ça devient plus lourd donc qu'elle. Et elle a décidé donc de se donner la mort. Et elle est partie donc chercher, trouver des substances nocives, bien entendu, qu'elle s'est administrée. Et elle est tombée donc évanouie. Heureusement qu'à côté, il y avait un oncle qui est également du secteur du secteur de la santé, qui l'a sauvé et pour l'amener donc au CHU Sylvanus Olympio de Lemetocoin. Et donc là, vous connaissez bien l'honorable princesse Raymonde Kayi Lawson pour son approche vis-à-vis donc des femmes, des jeunes filles, des femmes et tout. Et donc, elle a appris donc la nouvelle. Elle s'est dépêchée donc sur le terrain pour aller voir ce qui se passe, constater donc de visu. Et elle a même apporté son soutien financier pour que les soins soient vite donc administrés à la fillette en question. Ce qui a été fait, tout le corps médical donc, du CHU Sylvanus Olympio. Ça veut dire que la substance, elle est vraiment forte. Elle est vraiment forte parce que même le directeur
du siège Evanus Olympio était quand même, en tout cas, proche du dossier, et il a pris à bras le corps ce dossier-là pour sauver cette fille, pour sauver la vie de cette fille-là, pour sauver cette fille. Voilà. Et des professeurs, des médecins spécialisés. Dans tout ça, là, les parents sont... Il n'y a que quelques membres de la famille. Non, je veux parler des parents. Les parents proches, papa, ben, le papa était inaccessible, il était porté disparu, puisqu'il savait déjà que le danger était... Il a tué son enfant. D'abord, il a tué doublement son enfant, parce que le drame, le premier drame, c'est d'envoyer donc cette fillette de 13 ans au mariage forcé. Et donc, le second, c'est que la fille essaie de donner donc la mort et finalement là, est partie. Il aurait pu laisser l'enfant là, que l'enfant serait capable de lui donner 150 000 en une seule journée. Hein. Mais avant de revenir pour le débat, nous avons donné la parole aux citoyens par rapport au mariage forcé. Voici ce qu'ils pensent. D'abord, il y a toujours le côté positif et le côté négatif. Si je veux parler du côté positif, c'est que dans l'ancien temps, nos parents essayaient de voir les différentes familles pour les raisonnements, les liens qui tissaient entre les familles, puis donner les autres en mariage. Ça, le côté bon de la chose est que les parents savent quelle famille l'autre va intégrer. Maintenant, le côté mauvais, c'est les hommes ne se connaissaient pas d'elles-mêmes. Donc, pour épouser quelqu'un que je connais pas, comment je vais marcher avec cette personne? Est-ce que les différents critères, caractères que ce dernier a, est-ce que moi j'approuve? Tout ça, c'est tout ce qui nécessitait qu'on appelait ça le mariage forcé. Sinon, pour ma part, moi, le mariage forcé, je dis que c'est quelque chose d'absurde. Ce n'est pas bon. Moi, mon opinion est que, comme de nos siècles, il y a une mise à jour et puis à l'actualité, le mariage forcé n'est pas une bonne chose. Donc, je conseille les différentes familles qui nous écoutent actuellement et les différents téléspectateurs qui nous écoutent actuellement que le mariage forcé n'est pas une bonne chose parce qu'obliger quelqu'un à ne pas consentir ou ne pas aimer le dire parce que le mariage c'est quelque chose d'éternel, c'est pas quelque chose de maintenant, c'est quelque chose qui va perdurer, durer de la vie. Le mariage forcé en réalité ce n'est pas une bonne chose parce que on doit en réalité laisser la fille ou bien le monsieur choisir son conjoint ou bien sa conjointe. Parce que pourquoi moi je dis ça? Si vous forcez la fille d'aller se marier à quelqu'un qu'elle n'aime pas, et après tout il y a des problèmes, la fille là dira que ah, voilà, c'est mes parents qui m'avaient forcé, je n'avais pas voulu, et donc ça va causer un problème. Je vois que le mariage forcé, ce n'est pas d'une bonne chose. Je ne peux pas qu'on me donne une fille que je n'aime pas. Et si je l'accepte et qu'elle vient chez moi, on ne peut pas s'attendre. Déjà, le mot forcé, même là, ça se dit en même temps que c'est une mauvaise chose. Quand on dit forcé, là, normalement, le mariage doit être un consentement de deux personnes. L'homme, la fille et son mari, disons, son copain ou bien son conjoint, doit s'entendre que nous allons nous marier. Souvent, c'est chez la fille que cela s'impose. Parce que le garçon, lui, est là seulement, on lui dit, on va t'amener la femme. Mais là, surtout, c'est chez la femme qu'on propose, c'est les parents de la fille qui imposent seulement le mari à leur fille. Au fait, ce que moi j'ai vu dedans là, c'est que Autriche, ça ne donne pas de bien, c'est que ça ne donne pas de bonnes choses. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas quelque chose. Même normalement aujourd'hui, au XXIe siècle, quand une famille ou bien deux familles s'entendent pour ça là, au moins la loi doit agir. Une mauvaise chose, parce que le mariage forcé, ça peut entraîner la mort. Ça peut entraîner beaucoup de choses, beaucoup de dégâts au niveau du foyer. Selon moi, bon, je ne sais pas, selon les avis des autres, je ne sais pas, mais selon moi, c'est une mauvaise chose, carrément. Et on ne force pas quelqu'un à se marier. Si je n'atteins pas le mariage, est-ce qu'il faut me forcer? Ou bien si je n'atteins pas quelque chose, est-ce qu'il faut me forcer? Moi-même, j'ai mon goût que je désire. Maintenant, vous me forcez que c'est celle-là, je vais prendre, ou bien vous me faites un truc là, tout ça là. Bon, c'est une bonne chose.
Voilà, Fredo, Abel, vous avez suivi un peu les propos des uns et des autres. Il y en a qui ont parlé de la loi qui doit interdire ça au XXIe siècle. Quelqu'un, le dernier, a dit vous-même, est-ce que c'est une bonne chose? Ça m'a fait juste sourire. Fredo, nous avons vu un peu ce que les gens pensent du mariage forcé. Ici, dans ce cas d'espèce, est-ce qu'on parle de mariage forcé ou d'un crime forcé? Et d'abord que la terre lui soit légère. Vraiment triste. Ça fait triste. Et qu'au XXIe siècle, et dans un chef-lieu d'une région, et pas n'importe quelle région, la région maritime. Bah, tu voulais que ce soit quelle région? Que ces actes... C'est dans votre région, ça s'est passé. Tu voulais que ce soit dans notre région. Que ces actes se passent encore. C'est le lieu de dire que les associations, les regroupements, les organisations de la société civile et autres qui nous disent qu'ils sont sur le terrain pour les sensibilisations de ci et ça reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Si à Thiévier ici, une telle chose encore peut se passer. Mais 13 ans, le papa aussi, il est passé. Hein? Il fallait attendre au moins 18 ans. Je me pose la question, quand la fille a été donnée en mariage, mais... Celui-là même qui a pris la fille comme épouse. Non, lui, son cas c'est... Non, mais quand même, on vous envoie un enfant. L'enfant faisait quoi avant d'aller là? Est-ce que cette fille allait à l'école? Ou bien cette fille aidait ses parents et pour les travaux champêtres? Ou quoi? Parce que si cette fille allait à l'école et que les messieurs, ses enseignants ou ses camarades ayant appris cela, que notre camarade a été donné en mariage forcé, ou le monsieur, son maître ou sa maîtresse apprenait que c'est comme ça et ils n'ont pas agi, réagi ou dénoncé cela, ils sont complices eux aussi. Ah bon, pourquoi? Oui. Vous venez, je vous dis, c'est ma fille. Je fais non, c'est-à-dire, il faut dénoncer, signaler ces actes. C'est pourquoi je dis, si ces actes se posent encore de nos jours dans un chef-lieu d'une région comme région maritime, ce qui veut dire ces associations et organisations de la société civile ont encore du pain sur la planche. Cette fillette a perdu la vie comme ça, facilement. Vous voyez, le papa est porté disparu. Je ne sais pas si le mari en question, on a mis la même mise sur lui. Est-ce qu'il est au niveau de la police ou de la gendarmerie? C'est pourquoi je dis, la fille faisait quoi avant de se donner, d'être donnée en mariage par son papa? Vous voyez? Donc, si, je ne sais pas, la fille devait avoir des camarades, des amis qui doivent dénoncer. Si ses amis n'ont pas eu le courage d'aller dénoncer, ses camarades n'ont pas eu le courage d'aller dénoncer, ce qui veut dire les sensibilisations dont se vantent tant les associations, les trucs là. Il reste à faire. Oui. Alors, Abel, vous qui suivez de près ce dossier, est-ce que par hasard vous avez, la fille a eu le soutien de ces associations-là quand elle était transférée aux urgences? Bon, écoutez, nous avions appris l'information. C'était lundi, il y a 8 jours. Après que la fille soit donc transférée au CHU, puisque c'est quand elle était encore au CHU que avait appris l'information. Par le biais, bien entendu,
du député à l'Assemblée nationale qui devrait quand même se rendre là pour apporter son soutien donc, à la fille. Donc ça voudrait dire tout simplement que avant et pendant, nous on n'était pas au courant, mais c'est après que tout s'est passé et tout que le journal a été donc saisi. Et nous avons suivi jusqu'au décès donc, de la fille, mais au CHU, déjà si la députée, l'honorable princesse Raymond Kayi Lawson était là-bas, elle était là, c'est vrai, à titre personnel, mais elle représentait quand même un mouvement, le mouvement des femmes unir, MFU, et elle est députée de la République, elle représente également la République à ce niveau-là, et également, vous connaissez bien sûr sa position politique, elle est du parti, au pouvoir du parti UNIR, et donc voilà un peu ce que nous savons de ça. Maintenant, au-delà de cette dame qui a fait quand même ce qu'elle pouvait pour sauver la vie de la fillette, que d'autres associations soient également aperçues sur le terrain, à ma connaissance, non. Mais de toutes les façons, les associations, bien les organisateurs de la société civile, ayant appris l'information déjà ces derniers temps sur les réseaux sociaux, on apprend quand même que il y a quand même la CNDH, le mouvement Martin Luther King, MMLK du pasteur Edo Kwame. Maintenant, ils sont quand même, ils ont pris quand même les taureaux par les cornes, si nous pouvons le dire ainsi, bien que le mal est déjà fait. Mais bon, de toutes les façons, ils sont sortis, quand même, ils ont sorti des communiqués pour dénoncer le fait et demander quand même que réparation soit faite, que la main soit mise également, qu'on arrive quand même à mettre la main sur d'abord le parent, le mari, s'il est impliqué, oui, naturellement, il doit être impliqué également parce que tu ne peux pas accepter passer à l'acte avec une gamine un enfant de 13 ans quand même. Voilà. Même si c'est 1 million de dettes. Je crois sincèrement qu'il y a quand même vraiment du travail à faire sur le terrain en tant que association, responsable d'association et tout. Parce que ce qui se fait sur le terrain, si tant est que dans la zone où s'est passée donc cette affaire de mariage forcé, et les associations qui interviennent dans la zone ont quand même ce qu'on appelle les clubs des enfants. Et si ces clubs des enfants ne sont pas que des clubs d'animation, d'ambiance, de jeux divers et tout, et c'est des clubs qui sont formés pour dénoncer, puisqu'il y a quand même des sketchs, il y a quand même des programmes, il y a des programmes pour entretenir ces enfants-là, à pouvoir dénoncer, à créer quand même une justice interne entre ces enfants-là. Si on n'avait pas préparé ces enfants à dénoncer, comment le faire? Ils ne pourront pas. C'est vrai que les enfants sont quand même au courant, ils sont informés du retrait de leurs camarades du groupe. Est-ce que quand cette fillette est sortie donc du village, est-ce que le mariage, son mari était encore dans ce village? Le mari peut être loin du village. Donc, bon, la fille est partie. Peut-être pour ses camarades, elle est partie à Lomé, elle est partie à Notien, elle est partie à Tivi, elle est partie. Voilà un peu. Donc, ils ne sont pas informés de ce qui se fait. C'est une supposition. Maintenant, derrière ça, si ils étaient informés et qu'ils avaient quand même une association, ou bien ils faisaient partie d'une association, sont membres d'une association. D'abord, il y a une chose est d'aller sensibiliser, une chose également, une autre est de monter un groupe de jeunes ou bien un groupe d'enfants dans la zone. Donc ces enfants peuvent avoir directement un lien. Ils ont déjà un lien avec les responsables de l'association qu'ils peuvent contacter. Maintenant, si c'est juste aller sur le terrain, venir informer, donner des cadeaux, retourner, non. Monter une équipe, des groupes des enfants, clubs des enfants, etc. C'est ça qui peut quand même nous aider à avoir quand même des informations, même s'ils ne sont pas sur place, les informations peuvent quand même parvenir à ces associations. Fred, vous aviez quelque chose à dire? C'est là où vous allez comprendre que ces associations
font que du folklore sur Pourquoi le vous terrain. dites ça? Vous voyez, moi, j'attendais ne serait-ce le communiqué de Waouh Afrique. Il ne faut pas désigner d'association. Non, je dis, j'attendais. Peut-être Mais qu'il jusqu'à présent, Waouh Afrique n'a pas encore fait sortir un communiqué par rapport à ça. Alors que c'est son rôle premier, ça. Mais il y a plein Togo. Ces associations qui sont implantées partout. Est-ce que dénoncer une situation se limite au communiqué? Non, je dis. Le communiqué, ça va juste passer là. Non, mais quand vous menez des actions. Le décès, moi je parle de après le décès. Oui. Okay. Est-ce qu'ils sont obligés de sortir des, vous savez, des communiqués? Quand je prends Waouh et Plan Togo, les deux organisations-là, et leur activité, comment est-ce que ça se passe? C'est dans les zones les plus reculées en réalité. S'ils n'ont pas été saisis de l'affaire. Quand Abel disait tout à l'heure, si la fille, ses camarades pensaient qu'elle est partie à Lomé, elle est partie à Ngontien et autres, mais je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que la fille sait ce qui lui arrive. Et là où le monsieur vit, la fille peut... Fredo, la fille n'est pas fermée. Attendez, je vous arrête tout de suite. Vous avez suivi un peu les réactions des uns et des autres tout à l'heure. Oui. Ils ont dit, la fille, on peut te prendre le matin, on t'envoie chez ton mari. Oui, je dis, la fille n'est pas fermée du matin au soir dans une chambre. Si dans la zone, elle ne connaît personne. Mais, imaginez... Moi, je prends l'exemple comme la fille a été kidnappée. Attendez, Fredo, on vous prend tout de suite et puis on vous amène à Mandjouri. Oui. Est-ce que dans les 3 premiers mois, vous pouvez maîtriser la zone? Je n'ai pas besoin de maîtriser. Ça dépend dans l'état dans lequel je suis. Ok? Ça dépend de l'état dans lequel je suis. Donc, je peux alerter. Si je trouve quelqu'un, je peux dire, voilà ce qui m'amène ici. Bon, ici, on parle d'une fillette de 13 ans. Une gamine de 13 ans. Une gamine de 13 ans qui, à un moment donné, qui sait que sa vie est en danger et qui est partie chercher les substances toxiques pour en prendre. Pourquoi ne pas dénoncer cela à la personne chez qui elle a acheté les produits? Je pense que Fredo, il n'est pas quand même dans le monde des enfants. Fredo, là, elle est enfant, mais elle c'est encore une enfant. Oui, elle sait qu'on peut payer des médicaments pour se donner. Qui est-ce qui vous dit que ce sont des médicaments payés? Non, je dis, c'est un exemple. Quand on parle elle peut être avec un agriculteur. Voilà. Elle peut prendre des substances tout à l'heure. Même les engrais, là, oui. Elle peut en consommer en quantité. Et donc, c'est ça. Donc, je crois alors là, non, de toute façon, ce que je voudrais quand même relever, les enfants, ici, on parle d'un enfant marginalisé. Un enfant qui n'est pas dans son état, dans son monde, dans le monde dans lequel il souhaiterait quand même vivre. Mais vous demandez à cet enfant d'aller dénoncer. Il va dénoncer où? Il ira où? Est-ce qu'il a déjà cette mentalité? Est-ce qu'il a été formé pour ça? Est-ce que à 13 ans, peut-être qu'elle est en 5e? Oui, à 13 ans, dans un milieu plus développé, il pourrait quand même avoir certaines réactions. Mais dans des coins les plus reculés, n'allez pas demander à un enfant qui est encore, à 13 ans, même dans des zones les plus reculées, dans certains milieux, l'enfant est encore au cours primaire. L'enfant l'enfant est peut-être au CM1, au CM2, même au CE1, CE2. Aujourd'hui, dans notre pays, et partout, dans d'autres pays, bien entendu. Et donc, ça voudra dire qu'on ne peut pas demander à cet enfant et à ses camarades de dénoncer si un travail n'a pas été fait en amont. Et ce travail-là, c'est ce travail que nous demandons aujourd'hui. Nous exhortons donc les associations à le faire.
quand vous allez dans une localité, dans une zone, par exemple, dans une localité très reculée, demandez quand même, essayez de monter un groupe d'enfants, et ce qu'on appelle les clubs des enfants là, de chaque association, que ces enfants soient constitués en groupe. Ces clubs d'enfants peuvent constituer également de points focaux. De points focaux. Vous voyez un peu, chapeauté par quelqu'un plus âgé, plus responsable et tout. Donc, c'est en cela que l'enfant peut avoir quand même cette réactivité de parler, d'échanger. Il y a des enfants qui n'arrivent même pas à échanger avec leurs parents. Mais c'est à cet enfant-là, vous demandez d'aller parler à quelqu'un d'autre. La personne n'arrive pas à parler, à échanger avec son parent. Où sont passés les pères éducateurs? Non, mais ce sont des associations. Les pères éducateurs. Où sont passés les pères éducateurs? Nous tous, nous sommes des pères éducateurs. À un moment donné, c'était installé dans chaque école. Et qui a installé les pères éducateurs? Ce sont des associations qui installent. Je dis maintenant, où sont passés les pères éducateurs? Maintenant, est-ce il y a des pères éducateurs un peu partout. Ce que je fait partie de ces associations. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les pères éducateurs sont partout. Aujourd'hui, quand vous voyez une association qui descend, qui débarque dans une zone, et qui organise une activité, qui monte un groupe là-bas, ce groupe-là constitue déjà des pères éducateurs. Les pères éducateurs, c'est juste une appellation. Alors, les pères éducateurs, on peut également... Sinon, avec les pères éducateurs, ce problème pouvait être... Je crois que vous êtes en train de dire le groupe la même chose, mais que vous n'arrivez pas à comprendre. Moi, je connais un village. On a fait arrêter les activités de ces pères éducateurs parce qu'à un moment donné, ce sont eux qui engrossent les jeunes filles. C'est qui vous appelez père éducateur? Non, je dis, des groupes étaient montés dans les collèges et primaires. Écoutez, les pères éducateurs, il y a des femmes, il y a des filles, maintenant les femmes enceintes, les femmes. Mais on parle de groupe de filles. On parle de groupe de filles. De groupe de filles, de groupe de garçons. Chapeauté par quelqu'un de responsable. Oui. Comme ça, quand il y a de ces situations qui se posent, les pères éducateurs ne sont pas que des hommes. Je crois que c'est l'occasion que le ministre en charge du social et des femmes et autres, là, je ne sais pas quelle appellation. Vous êtes journaliste, attention. Attention, Fredo. De prendre à bras le corps cette affaire et d'appeler les organisations de la société civile qui sont dans ces domaines-là pour une assise sérieuse et leur demander chacun leur objectif et but réel pour que ces associations-là soient d'abord outillées, soutenues par ce ministère et l'État pour que nous n'ayons plus une vie de, je ne sais pas, perte de vie humaine à cet âge-là encore. Merci, on vous a assez compris. Vous avez quelque chose à dire rapidement, Abel, pour conclure? Non, je pense que le travail quand même revient à tout le monde, à tous les citoyens. Mais ça commence par la maison. On l'a toujours dit ici que l'éducation commence dès le bas âge et commence donc depuis nos maisons. Donc si aujourd'hui nous sommes à ce niveau, les premiers responsables ne sont pas les organisations de la société civile, ne sont pas l'État togolais, ne sont pas les ministères, ne sont pas le gouvernement, etc. Les premiers responsables de cet acte-là, ce sont les parents d'abord, parce que personne n'a demandé à quelqu'un de mettre... La mère de la fille, voilà. Elle est... La mère de la fille, on ne sait pas. Le père qui est quand même l'instigateur est porté disparu, donc selon les informations. Et donc l'entourage de la fille. Mais la fille, on ne la connaissait pas. Si cet acte n'était pas quand même porté au vu et au su de tout le monde, on ne saurait pas qu'il y a de ces gens, et il y a de ces cas qui se passent dans presque tous les jours, dans les milieux les plus reculés. Nous avons quand même la chance de funer un peu partout, d'aller dans les coins les plus reculés. Vous allez dans une localité aujourd'hui, on vous dit, nous, comme ça, ok, la fille, là, il faut prendre ça, il faut prendre, c'est que c'est des phrases comme ça. Je suis sûr que vous allez déjà... Et donc, ça voudra dire que des gamines comme ça, ils ne font rien dans les milieux comme ça, donc dans les milieux les plus reculés. Donc, les premiers responsables sont les parents de la fille. Donc, nous devons arriver à éduquer, à bien éduquer nos enfants. C'est
à partir de là que nous pouvons avoir une société saine. Merci à vous, Abel. Fredo, merci. Ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous. La vie donc est lancée aux parents d'élèves. Prenez, aux parents tout court, prenez soin de vos enfants et à vous, à qui on donne les enfants comme, je ne sais si je dois l'appeler rançon, réfléchissez par 2 fois avant de prendre ces enfants-là. On ne peut pas envoyer un enfant de 13 ans dans un foyer. Voilà les résultats. Nous ne pouvons plus supporter. Dieu seul sait ce qui se passe là-bas. Et c'est donner la mort. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc jeudi à partir de 9 h. Au revoir.